La MRAS, un nom un peu compliqué, n'est-ce pas? Ça veut dire méningite artérite répondant aux stéroïdes. Derrière cet acronyme se cache une maladie qui peut être vraiment effrayante parce qu'elle frappe sans prévenir et transforme un jeune chien en pleine forme en à peine quelques heures. On va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre ce qui se passe. Imaginez la scène. Un compagnon, jeune, plein de vie, qui la veille encore courait partout, et qui du jour au lendemain est prostré, en état de souffrance évidente. C'est un scénario que franchement personne ne veut vivre. Et c'est pourtant comme ça que tout commence. Et là, les signes ne trompent pas. Et ils sont vraiment brutaux. On a une grosse fièvre, une fatigue extrême, mais surtout, le symptôme le plus marquant, une douleur au cou, mais une douleur terrible. C'est si intense que le chien se fige, il adopte une démarche complètement raide, comme un petit robot, parce qu'il a peur de bouger la tête ne serait-ce que d'1 millimètre. Alors voilà, on est en pleine crise, l'animal souffre, et la question qui brûle les lèvres c'est « mais qu'est-ce qui arrive ?» C'est le début d'une véritable enquête pour comprendre d'où vient cette attaque soudaine. Et pour résoudre cette énigme, la première étape, c'est d'identifier le coupable. Il faut mettre un nom sur cet adversaire invisible qui, visiblement, attaque de l'intérieur. Alors la MRAS, qu'est-ce que ça concrètement? Le point le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas une infection. Oubliez les virus, les bactéries, non. Ici, l'ennemi, c'est le corps lui-même. En fait, le système immunitaire du chien se dérègle complètement. Ses propres soldats, qui sont censés le défendre, se trompent de cible et se mettent à attaquer les membranes qui protègent son cerveau et sa moelle épinière. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Bon, il faut savoir qu'il y a deux visages à cette maladie. D'un côté, on a la forme aiguë, celle qui frappe comme un éclair. C'est de loin la plus fréquente. Mais, et c'est un mais très important, si le traitement est mal géré ou arrêté trop tôt, on risque de basculer dans la forme chronique. Et là, c'est une autre histoire, souvent bien plus compliquée à gérer. Alors, dans cette enquête vétérinaire, est-ce qu'on a des suspects habituels? Est-ce qu'il y a un profil type de chien plus touché que les autres? La réponse est un grand oui. Et ça aide énormément à orienter le diagnostic dès le départ. On voit bien qu'il y a une piste génétique très nette. En tête de liste, on trouve des races comme le Beagle, le Boxer ou encore le Bouvier bernois. Savoir ça, ce n'est pas pour s'inquiéter pour rien, hein, c'est pour avoir une longueur d'avance. Si les symptômes apparaissent, on peut réagir au quart de tour. D'ailleurs, le lien est tellement fort avec le Beagle qu'on a longtemps donné à cette maladie un surnom qui dit tout, le Beagle Pain Syndrome, ou syndrome de la douleur du Beagle. C'est direct, ça va droit au but. On a la race et le symptôme principal, imparable. Et puis, il y a l'âge. Et c'est peut-être ça le plus déroutant. La maladie frappe entre 6 et 18 mois, c'est-à-dire en pleine adolescence canine. C'est l'âge où ils sont censés être indestructibles, pleins d'énergie, et c'est là que ça frappe. C'est ce qui rend la situation si brutale et si difficile à comprendre au début. Ok, donc le profil correspond. Jeune chien, race prédisposée, symptômes typiques. Le vétérinaire a de forts soupçons. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses et transformer ces soupçons en certitudes. C'est parti pour la phase d'investigation. Et cette enquête suit des étapes logiques. D'abord, la suspicion clinique, bien sûr. Ensuite, étape 2, une prise de sang. Là, en général, les marqueurs de l'inflammation, comme la CRP, explosent. Ça confirme qu'il y a un feu quelque part dans l'organisme. Après, on fait souvent de l'imagerie pour écarter d'autres pistes, comme une hernie discale. Et enfin, on passe au test qui va vraiment clore le dossier. C'est l'analyse du LCR, le liquide céphalo-rachidien. En gros, c'est le liquide qui baigne le cerveau et la moelle épinière. Sous anesthésie, on en prélève un tout petit peu et c'est comme si on arrivait directement sur la scène du crime. L'analyse va montrer une invasion de cellules inflammatoires. C'est la preuve irréfutable, le diagnostic est posé. Bon, le diagnostic est tombé. C'est un soulagement, parce que maintenant, on sait contre quoi on se bat. Et la très très bonne nouvelle, c'est qu'il existe un traitement qui est vraiment efficace. La logique du traitement est simple. Puisque le système immunitaire est parti en roue libre, il faut le calmer. On va utiliser des corticostéroïdes, mais attention, à des doses très élevées. C'est comme appeler les pompiers pour éteindre un incendie majeur. Et l'effet est souvent bluffant. En 24 à 48 heures, la douleur et la fièvre peuvent s'effondrer. Par contre, et ça c'est le point crucial à retenir, le traitement est un marathon, pas un sprint. On commence avec une dose de cheval pour éteindre le feu, mais ensuite il faut diminuer les doses tout doucement, mais alors vraiment tout doucement, sur des mois. On parle de 6, 9, parfois 12 mois au total. Si on va trop vite, c'est la rechute quasi assurée. Alors, après ce tableau un peu sombre au début, on arrive à la partie la plus importante. Quel est le pronostic? Et là, heureusement, on peut souffler.
Le pronostic est excellent. C'est vraiment le message clair à retenir. Un chien bien traité pour une MRAS peut retrouver une vie parfaitement normale, sans aucune séquelle. Mais il y a 2 conditions non négociables pour ça, un diagnostic rapide et, on y revient encore, un suivi ultra rigoureux du traitement jusqu'au bout. Et pour bien comprendre pourquoi cette rigueur est vitale, regardons ce chiffre. 20%, c'est le taux de rechute. Un chien sur 5. Et ce n'est pas de la malchance. Dans la quasi-totalité des cas, ces rechutes sont dues à un traitement diminué trop vite ou stoppé prématurément. Ce chiffre, c'est la preuve que suivre le protocole à la lettre n'est pas juste une recommandation, c'est ce qui fait toute la différence. Au final, on a donc une maladie qui fait très peur, mais qui se soigne très bien. C'est une excellente nouvelle. Mais ça laisse une question en suspens pour la recherche. On sait comment éteindre l'incendie, mais on ne sait toujours pas vraiment ce qui a jeté d'allumettes. Comment ces dérèglements immunitaires se déclenchent-ils? Et surtout, comment pourrait-on un jour les empêcher avant même qu'ils ne commencent? Ça, c'est tout l'enjeu pour le futur.